Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine qui sera cette semaine consacrée au Brésil et à Jair Bolsonaro, son président tant controversé au niveau international. Alors pourquoi parler du Brésil? Évidemment du fait de la pandémie de Covid-19, on y reviendra, mais aussi parce que en ce début d'année 2021, eh bien, nous sommes à mi-mandat de la présidence de Jair Bolsonaro. On s'en souvient, il a été élu fin 2018 dans des conditions assez particulières, avec 55% des voix. Il est entré en fonction le 1er janvier 2019 pour donc 4 années d'un mandat présidentiel qui l'emmène jusqu'à 2022. Et donc nous sommes à mi-parcours de cette présidence brésilienne et donc l'occasion de tirer un bilan et puis peut-être de pointer quelques perspectives pour les 2 années qui restent. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, rappeler peut-être rapidement ce qu'est le bolsonarisme, ou tout du moins d'en donner des éléments de définition. Le bolsonarisme, c'est ce que j'appelle un vortex conservateur, c'est-à-dire une force qui a réussi autour du leadership de Jair Bolsonaro à agglomérer finalement tous les secteurs, tous les courants très ancrés au Brésil conservateurs et traditionnels, auxquels se sont ralliés à la fin de la campagne électorale de 2018, eh bien, les secteurs, disons, de la droite traditionnelle brésilienne, mais aussi et surtout les élites économiques et financières du pays. Alors, on va y revenir. Vortex conservateur, parce que autour de Bolsonaro, on a une coalition d'acteurs, d'ailleurs pas toujours d'accord sur tout. Enfin, on trouve derrière lui, évidemment, les droites politiques et intellectuelles radicalisées brésiliennes. On trouve l'extrême droite, nostalgique de la dictature des années 60 à 80 au Brésil, dont Bolsonaro est un éminent membre. On trouve aussi les secteurs militaires, mais aussi des secteurs liés aux forces de sécurité, de police au Brésil. On trouve autour de Jair Bolsonaro également le lobby de l'agro-industrie, de l'agro-business, c'est-à-dire de cette conception d'une agriculture extensive, de monoculture, d'exportation, de soja, de viande, et tout ça nous ramènera aux questions écologiques et de déforestation bien évidemment. On trouve avec Jair Bolsonaro nombre d'églises évangéliques dites de la droite chrétienne, brésilienne. On trouve aussi, en bout de course, je le disais, autour de Bolsonaro, des classes moyennes et supérieures urbaines, souvent qualifiées, diplômées, qui ont voté pour lui pour éliminer ce qu'elles considéraient être eh bien, la source de tous les problèmes du Brésil, à savoir le centre-gauche, le Parti des travailleurs, Lula, Dilma Rousseff, leur candidat Fernando Haddad, qui donc a perdu l'élection face à Bolsonaro en 2018, et qui donc eh bien, ont voulu rejeter, finalement tourner la page de 12 années de gauche au Brésil, et avec elles eh bien, les élites économiques et financières qui avaient d'autres candidats à l'élection, mais quand elles ont vu que ces derniers allaient être liquidés dans le résultat, eh bien, elles ont rallié en s'alliant avec lui à Jair Bolsonaro. Donc c'est ça qui forme un petit peu ce vortex bolsonarien. Alors, qu'est-ce qui a été fait depuis sa présidence? Notamment des choses sur le plan économique. Tout d'abord, Paulo Guedes est l'homme qui incarne cette, disons, alliance de circonstances entre les élites économiques et financières brésiliennes et Bolsonaro, étant devenu son super ministre de l'économie et des finances. C'est lui qui a eu un peu la main sur l'agenda politique brésilien jusqu'à l'arrivée de la pandémie. Alors qu'est-ce qu'il a fait depuis 2018? Eh bien le Brésil, avec Bolsonaro et Guedes, ce premier moment bolsonarien, qu'on peut qualifier de Bolsonaro-guédésien, on pourrait dire ça, eh bien il y a eu une réforme, entre guillemets, du système des retraites exigée par les marchés financiers brésiliens, mais aussi surtout internationaux. Le Financial Times demandait avant l'élection que cette réforme soit faite. Elle propose, disons, eh bien, une instauration d'un âge de départ à la retraite. Elle propose aussi l'augmentation des cotisations pour les bénéficiaires. Elle privilégie, elle protège aussi le statut des militaires dans cette réforme. Et puis elle annonce une économie sur 10 ans d'environ 200 milliards d'euros, un petit peu moins, pour les finances publiques brésiliennes, renforçant la confiance, comme on dit, des investisseurs et dans la capacité budgétaire de l'État brésilien. Bon, ça c'était avant le Covid, mais ça a été fait. Aussi des annonces en matière de libéralisation et de privatisation, Electrobras, géant énergétique, des ports, des routes, des infrastructures, des projets pétroliers offshore, comme on dit, c'est-à-dire au fond des océans, qui vont être libéralisés, ouverts à des investisseurs privés, etc. Donc et les postes aussi brésiliennes, tout ça fait partie d'un plan de libéralisation et de privatisation du gouvernement de Jair Bolsonaro, en même temps que ce dernier a opéré des réductions assez importantes
des budgets publics dans les domaines de l'éducation, de l'université, aussi de la santé. On en voit aussi aujourd'hui les conséquences. Alors université, éducation, tout ça matiné aussi de discours idéologiques sur un présumé marxisme culturel qui aurait contaminé tout l'enseignement et a appris aux étudiants de mauvaises choses comme le droit des LGBTB, des minorités, etc. Bon, tout ça, en fait, fait partie de la première salve du gouvernement qui parfois a mis des services publics ou des institutions en état de mort par inanition, comme on dit, c'est-à-dire formellement existants, mais n'existant plus parce que ne touchant plus de financement. Et puis sur l'environnement aussi, enfin, eh bien, les prérogatives du ministère de l'Environnement sont passées à celles de l'agriculture, celui de l'agriculture qui lui est tenu par le lobby de l'agrobusiness brésilien. Et puis les prérogatives de certains instituts qui étaient relativement indépendants en matière d'octroi des terres indigènes et de protection de la biodiversité et de la déforestation ont été pris directement par la tutelle militaire. Donc c'est un peu ça qu'on peut dire. Et en matière de politique étrangère, c'est un alignement sur Washington au nom d'une conception idéologique contre le globalisme aussi, mais qui veut dire quoi pour le Brésil en quelques mots? C'est surtout un recul et un repli de la politique étrangère brésilienne, un retrait d'une certaine manière des affaires du monde et puis surtout un retrait aussi de l'écosystème sud-américain. Le Brésil ne joue plus le rôle de leader d'hégémonie consensuelle, comme on disait, qu'il jouait auparavant. Il s'est retiré sur ses propres bases, il se cantonne. Le Brésil a cherché l'alliance avec Donald Trump, lequel en contrepartie n'a pas donné grand-chose, a promis un soutien à la candidature du Brésil à l'Organisation de coopération économique et de développement, l'OCDE, qui est le club des pays riches, mais en fait cet engagement ne s'est pas traduit en fait, comme celui de donner au Brésil le statut de partenaire global de l'OTAN, comme la Colombie, qui était une aide de Trump considérée comme très prestigieuse par les militaires brésiliens. Mais enfin, tout ça n'est pas advenu. L'ambassade en Israël qui devait aller à Jérusalem n'a pas été à Jérusalem parce que le lobby de l'agro, ce coup-ci, a mis une pression très forte sur Bolsonaro pour pas que ça se fasse, pour protéger les marchés d'exportation de la viande brésilienne dans le monde arabe. Donc voilà un peu quelques éléments de ce bilan.